Imagine avec moi. 3 secondes, c'est tout. Savon de Marseille, Goldorak à la télé, carambar collé aux dents, nappe à carreaux, guidon brûlant sous le soleil. Et tu es en 1976. C'est pas de la nostalgie, c'est de la science. Ton cerveau porte 5 traces invisibles. Et la quatrième va te surprendre. On ne va pas faire de nostalgie ici. On va comprendre ce que cette époque a laissé en toi. Mais pour comprendre ces traces, il faut d'abord revenir là-bas. Dans cette époque où tout était différent. Ni mieux, ni pire. Différent. 3 chaînes à la télé. Et encore, la troisième parasitée. Le mercredi, pas d'école. Tu partais le matin, tu rentrais le soir. Personne ne savait où tu étais. Personne ne s'inquiétait. Pas de portable, pas de GPS, pas de «T'es où?» toutes les 10 minutes. Les portes restaient ouvertes, pas par insouciance, par confiance. Le boulanger connaissait ton nom. La voisine surveillait tout le monde. Le facteur s'arrêtait pour bavarder. Tu portais ton tablier d'école, un cartable en cuir trop lourd, et une règle en bois qui servait à tout sauf à mesurer. Le dimanche, c'était la mission d'aller chercher le pain. Tu revenais en courant avec le pain sous le bras. Et oui, tu en cassais le bout en chemin. Tout le monde le faisait. Personne ne l'avouait. Voilà le monde dans lequel ton cerveau s'est construit. Pas de smartphone, pas d'algorithme, pas de réseaux sociaux, juste la vie. Et cette vie a laissé des traces que tu portes encore aujourd'hui. Première trace. Tu es tombé. Tu t'es relevé. Personne n'a venu vers toi. Tu as pleuré. On t'a dit « c'est rien ». Alors tu as arrêté de pleurer. Non pas parce qu'il n'y avait rien, mais parce que tu as compris que c'était à toi de régler le problème. Tu avais 6 ans, peut-être 7, et déjà, ton cerveau prenait une décision. Les émotions restent à l'intérieur, pas à l'extérieur. Le psychiatre anglais John Bowlby a consacré sa vie à étudier comment un enfant apprend à gérer ses émotions. Sa conclusion est simple. Un enfant qui reçoit peu de réactions émotionnelles ne devient pas insensible, il devient autonome. Trop autonome. Il apprend à tout porter seul. La tristesse, la peur, la colère, tout reste à l'intérieur. Et avec le temps, ça devient automatique. Aujourd'hui, tu es la personne en qui tout le monde a confiance. Le calme dans la tempête. Le pilier du groupe. Mais pose-toi une question. La dernière fois que tu as dit « j'ai besoin d'aide », c'était quand? Tu ne t'en souviens pas? C'est la première trace. Deuxième trace. Un mercredi après-midi. Il pleut. Aucun ami disponible. Pas de jeux vidéo. Pas d'écran. Rien. Tu es allongé sur le tapis du salon, tu regardes le plafond et tu t'ennuies. Profondément. Mais personne ne vient te sauver. Personne ne te tend une tablette. Puis quelque chose se produit. Tu commences à inventer. Un château avec les coussins du canapé, une fusée avec le carton du réfrigérateur, un monde entier avec 3 figurines cassées. Et sans t'en rendre compte, ton cerveau faisait exactement ce que le chercheur anglais Sandy Mann a découvert des années plus tard. Quand le cerveau ne trouve rien à consommer, il commence à produire. L'ennui ne le ferme pas, il l'ouvre. Tu t'es ennuyé pendant des centaines d'heures, des milliers peut-être. Chaque mercredi pluvieux, chaque dimanche interminable, chaque été sans fin. Ton cerveau a appris à transformer le vide en matière. Tu continues à le faire aujourd'hui. On te donne un problème sans solution. Tu en trouves une. On te donne une page blanche. Tu la remplis. Les enfants d'aujourd'hui n'ont jamais ce vide. Chaque seconde est remplie. Un écran, une notification, une vidéo. Leur cerveau est constamment en ébullition. Il ne produit presque rien. Toi, tu sais faire quelque chose qu'ils ignorent, créer à partir du silence. Et toi, qu'est-ce que tu avais? Une forteresse faite d'oreillers, une cabane faite de draps, ou quelque chose d'encore plus fou? Raconte-le dans les commentaires. Mais tu n'as pas construit cette création tout seul dans ta chambre. Il y avait quelqu'un d'autre. Quelqu'un que tu n'as peut-être pas revu depuis 30 ans, mais quelqu'un que ton cerveau n'a jamais oublié. Troisième trace. Tu connaissais le nom de tous les habitants de ta rue. Le boulanger, la voisine du dessus, le réparateur de la rue d'à côté, la femme qui promenait son chien tous les matins à la même heure. Et eux aussi te connaissaient. Tu rentrais de l'école, la voisine te voyait passer. Tu as mangé quelque chose? Même si ce n'était pas le cas, tu répondais oui. Le boulanger te réservait un pain au chocolat le samedi. Le réparateur te laissait regarder sous le capot sans rien dire. Personne n'avait signé de contrat. Personne n'était ami sur un réseau social. C'était simplement comme ça. La rue était un village. Et toi, tu en faisais partie. Ce que tu vivais sans t'en rendre compte,
L'anthropologue Robin Dunbar l'a démontré avec des chiffres. Le cerveau humain peut maintenir environ 150 relations sociales stables, pas 5000, 150. Et pour que ces relations aient vraiment un sens, elles ont besoin d'une chose, une présence physique, répétée, quotidienne. Toi, tu l'avais. Tous les jours, sans effort. Aujourd'hui, tu as 300 personnes dans ton répertoire téléphonique, 500 amis sur Facebook. Et pourtant, il manque quelque chose. Tu le sens. Ce n'est pas de la solitude, c'est une incompatibilité. La différence entre ce que ton cerveau reconnaît comme un lien réel et ce que le monde moderne appelle connexion. Ton cerveau est programmé pour le visage, la voix, la poignée de main, le regard, pas pour les likes, pas pour les emojis, pas pour les messages vocaux de 30 secondes. Et c'est pour ça que tu te sens parfois seul, dans une pièce pleine de gens connectés, parce que tu sais ce qu'est un véritable lien, et tu sais qu'il ne tient pas dans un écran. Si ces mots te parlent, tu peux les partager avec d'autres. Un abonnement, c'est le meilleur moyen de soutenir cette vidéo. Et maintenant, la quatrième trace. Celle-là va te surprendre. Tu te parles à toi-même. Ne dis pas non. Tu le fais. Avant de prendre une décision, tu discutes avec toi-même. Tu pèses le pour et le contre. Tu imagines des scénarios. Tu te poses des questions. Et tu te réponds. Ce n'est pas de la folie, c'est un talent. Quand tu étais petit, tu n'avais pas de podcast dans tes oreilles. Pas de playlist en boucle. Pas de notification toutes les 30 secondes. Pas de scroll sans fin. Quand tu marchais avec ta tête. Quand tu attendais le bus, tu étais seul avec tes pensées. Quand tu mangeais seul à la cantine, tu n'avais pas d'écran derrière lequel te cacher. Il n'y avait que toi. Et la voix dans ta tête. Des heures entières dans ta chambre. Pas devant un écran, devant toi-même. Tu inventais des dialogues, tu rejouais des scènes, tu posais des questions auxquelles personne ne répondait. Puis tu y répondais toi-même. C'est exactement ce que le psychologue soviétique Lev Vygotsky a décrit. Un enfant qui passe ses journées seul commence à se construire un interlocuteur intérieur, silencieux ou vocal. Quelqu'un qui analyse, discute, doute, prend des décisions. Et cette voix, selon Vygotsky, ne se développe pas automatiquement. Elle naît dans le silence, dans la solitude, dans ces heures où personne ne t'écoute et où tu apprends à t'écouter toi-même. Et cette voix n'a jamais disparu. Aujourd'hui, alors que tout le monde se précipite vers Google pour chaque question, vers l'intelligence artificielle qui semble tout savoir, vers les réseaux sociaux pour chaque doute, vers les autres pour chaque décision, toi tu fais quelque chose de rare. Tu réfléchis seul, pas par orgueil, par habitude. Ton cerveau a appris à fonctionner sans aide extérieure. Et dans un monde qui ne sait plus penser sans algorithme, c'est devenu un super pouvoir que personne ne voit, parce qu'il est silencieux. Mais il y a une dernière trace, et cette fois, elle n'est pas dans ta tête, elle est dans tes mains. Ton vélo avait un nom, soyons honnêtes, tu sais que c'est vrai. Ta trousse sentait le cuir usé, ton cartable avait une cicatrice que tu connaissais par cœur, et quand la chaîne de ton vélo sautait, tu ne demandais pas un nouveau vélo. Tu remettais la chaîne en place. Tes mains étaient couvertes de graisse. Et tu repartais pédaler. Pour toi, les objets n'étaient pas des choses à jeter. Ils étaient vivants. Ton père collait la semelle de ses chaussures. Ta mère cousait les boutons. Le poste de radio, on le tapait sur le côté quand il grésillait. Et ça marchait. Personne n'allait au magasin en premier réflexe. Personne ne cliquait sur « Ajouter au panier ». On réparait d'abord. Le pédiatre et psychanalyste anglais Donald Winnicott a étudié quelque chose que personne ne prenait au sérieux. La relation entre un enfant et ses objets. Selon lui, un enfant qui garde le même jouet pendant des années, qui répare son jouet au lieu de le remplacer, ne fait pas preuve de pauvreté. Il construit un lien émotionnel avec la matière. Il apprend que les choses ont une histoire, une valeur, une vie. Et c'est ainsi que tu as grandi, avec peu, mais avec ce qui est réel. Aujourd'hui, un téléphone dure 2 ans. Une mode dure 3 mois. Un objet se casse, on le jette. Plus personne ne répare quoi que ce soit. Toi, tu gardes, tu répares, tu entretiens. Pas par avarice, par respect. Parce qu'au fond de ton cerveau, il y a encore cet enfant qui s'attache à son vélo comme à un ami, qui connaissait chaque trait de sa règle en bois, qui ne jetait rien parce que chaque objet portait un souvenir. Et ça, dans un monde où l'on consomme et jette sans réfléchir, c'est devenu rare. C'est la 5e trace. Où se trouve cet objet que tu n'as jamais pu jeter? Au fond d'un tiroir? Dans une boîte à chaussures? Dis-le-moi en commentaire. 5 traces. Pas des blessures. Ce sont des traces. Tu as appris à te débrouiller seul, à créer dans le vide, à nouer des vrais liens, à penser sans algorithme et à respecter ce que tu possèdes. Le monde a changé.
Toi, tu portes encore cette programmation en toi. Et il ne te ralentit pas. Cela te rend différent, dans le bon sens du terme. Alors la prochaine fois que quelqu'un te dit que tu réfléchis trop, que tu t'attaches trop, que tu accumules trop, rappelle-toi d'où cela vient. D'une époque qui ne reviendra jamais, mais d'une époque qui vit encore en toi. Et toi, lequel t'a le plus marqué? Dis-le moi dans les commentaires. Et un like aide beaucoup plus que tu ne le penses. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un sujet plus profond. Pourquoi les enfants des années 70 aiment-ils différemment? La réponse pourrait bien changer ta façon de te voir.